Aujourd'hui, nous sommes le 22 juillet, une journée vraiment importante, parce que nous assistons à une rupture stratégique. Oui, c'est bien le mot, une rupture stratégique. Bienvenue dans Transition Protocol. Nous vous apportons les informations qui font l'actualité, celles que la plupart des médias indépendants n'ont pas et que les grands médias ne rapportent pas. En fait, aucun grand média. Avec moi aujourd'hui, mes éminents collègues Pepe Escobar et Larry Johnson. Ils vont prendre la parole dans un instant. Mais avant cela, j'ai une petite demande. Abonnez-vous à notre chaîne pour que nous puissions continuer à faire ce que nous faisons. Vous apporter des informations que vous ne trouvez nulle part ailleurs. Et si vous pouviez devenir abonné payant, ce serait d'une grande aide pour nous. Rendez-vous sur notre chaîne Substack, même nom. Abonnez-vous pour $5 par mois et recevez ces notes de sécurité directement dans votre boîte mail. Alors Pepe, à toi la parole. Et ensuite, ce sera Larry qui vous expliquera cette rupture stratégique. Je préfère que Larry commence, parce que je déteste me répéter. Et avant qu'on démarre, j'ai déjà parlé pendant une bonne demi-heure. Oui, je vais vous faire un petit résumé de la situation actuelle. Vous savez, quand le Dr Z parle de rupture, moi j'entends rapture, comme la fin des temps, où plein de gens disparaissent. On vit une période vraiment exceptionnelle, où les États-Unis ont atteint un point critique dans leur capacité à poursuivre ce conflit, cette guerre avec l'Iran. On commence maintenant à reconnaître, ou du moins à admettre dans la presse, que les États-Unis font face à un déficit stratégique dans tout un ensemble de systèmes d'armes de précision, surtout les missiles. Et ça va des missiles Patriot PAC-3 au système THAAD, le Terminal High Altitude Area Defense, jusqu'aux armes utilisées contre les systèmes de défense aérienne ennemis présumés. Ça s'appelle le missile ARM. Ensuite, on passe aux missiles longue portée, comme le Tomahawk, le JASSM, le PRSM, le Precision Strike Missile, qui est tiré depuis un lanceur HIMARS, et l'ATAC-MS. Alors l'ATAC-MS, en réalité, a une portée tellement courte que lorsqu'il est tiré depuis Bahreïn ou le Koweït, il ne peut pénétrer qu'à environ 280 km du point de tir. Donc dans ce cas précis, ce n'est pas vraiment un facteur déterminant. Tous ces systèmes de missiles approchent aujourd'hui d'un niveau critique en termes de stock, ce qui veut dire qu'il n'y a plus de réserve sur laquelle on puisse compter et tenir pendant, disons, 2 ou 3 semaines. Et le système de production est totalement incapable de reproduire ce qui a déjà été utilisé, en grande partie parce que tous ces systèmes d'armes dépendent de systèmes de guidage qui nécessitent des terres rares. Et ces terres rares, c'est la Chine qui les contrôle. La Chine a un monopole, et sans ces terres rares, ces munitions ne sont tout simplement pas produites. Donc aujourd'hui, même si la guerre s'arrêtait demain, pour chacune des catégories de missiles dont j'ai parlé, il faudrait entre 4 et 6 ans pour remplacer ce qui a déjà été consommé. Autrement dit, les États-Unis font face à une véritable pénurie matérielle d'armement, et plus ils cherchent à poursuivre des attaques contre l'Iran, plus ils épuisent ces systèmes. Début avril, l'Iran a cherché à demander aux États-Unis, dans le cadre de ses exigences, de quitter le Golfe Persique. Les États-Unis n'ont évidemment aucun intérêt à le faire. Mais aujourd'hui, peu importe ce que Washington veut ou non, l'Iran a forcé la main et il expulse désormais les États-Unis de leurs bases militaires, des bases situées au Koweït, à Bahreïn, au Qatar, en Jordanie, en Arabie Saoudite et aux Émirats Arabes Unis. Dans la nuit, on a appris que les forces américaines s'étaient retirées de la base aérienne Mouafaq al-Salti, en Jordanie, ainsi que de la base aérienne King Faisal. On dit souvent qu'elle se trouve en Jordanie, mais en vérifiant, j'ai vu qu'elle est en réalité à la frontière du côté saoudien. Ce sont les 2 exemples les plus récents.
Pourquoi? À cause de la précision des missiles iraniens qui frappent leurs cibles. Et ça, c'est possible parce que dès les premiers jours de la guerre, celle qui a commencé le 28 février et qui a duré environ 5 semaines jusqu'au début du mois d'avril, les Iraniens ont montré qu'ils étaient très efficaces pour détruire tous les systèmes radars et de communication par satellite installés à Al-Udeid, à Bahreïn, au Koweït et, dans une moindre mesure, à Oman. Enfin non, pas Oman, les Émirats arabes unis. Sans ces systèmes de communication radar, les États-Unis sont aveugles. Avant, 2 de ces systèmes radars, l'un à Bahreïn et l'autre au Qatar, coûtaient chacun plus d'$1 milliard. Mais quand ces systèmes fonctionnaient, ils pouvaient donner une alerte immédiate en cas de lancement de missiles depuis l'Iran. Ils pouvaient savoir où ils se dirigeaient, dans quelle direction. Ils pouvaient même aider à intercepter ces missiles. Aujourd'hui, les États-Unis disent qu'ils ont de la chance s'ils reçoivent une alerte d'1 ou 2 minutes avant qu'un missile ne frappe. Autrement dit, l'Iran a aveuglé stratégiquement les États-Unis et continue d'attaquer les systèmes radars encore en place. Mais cela oblige aussi les États-Unis à retirer leurs forces, à la fois le personnel et le matériel de la région. Donc du point de vue iranien, oui, il y a eu des attaques, ils ont subi des dégâts, des personnes ont été tuées en Iran. Je ne veux surtout pas minimiser la situation. Mais la capacité des États-Unis à maintenir une campagne, disons au-delà de 6 semaines, mettrait le pays dans un grave danger d'avoir épuisé son arsenal de missiles offensifs utilisables sans recourir au nucléaire. Ce qu'on voit aujourd'hui, c'est que les États-Unis n'ont toujours pas pris conscience qu'ils font face à la fois à une crise économique et à une crise militaire. Et la seule chose qui pourrait éventuellement les en sortir, ce serait l'intervention d'un autre pays prêt à les aider à se tirer de ce mauvais pas. Or, je ne vois aucun pays à l'horizon, y compris le Pakistan, disposé à faire une telle chose. Eh bien, Larry, pour compléter le spectre militaire que tu as si bien décrit, d'abord, j'ai envie de me lâcher un peu, façon rock'n'roll. Beaucoup d'entre vous se souviennent du groupe The Who, la chanson Pinball Wizard. Vous vous rappelez aussi de la version du film, chantée par Elton John. Ce gamin sourd, muet et aveugle joue sacrément bien au flipper. Oui, Larry sait bien sûr. On est de la même génération. Oui, moi aussi je sais. Tu te souviens? Bon, sourd, muet et aveugle dans ce cas. Qui joue au flipper maintenant? C'est l'Iran qui joue au flipper contre le tyran. Et ce flipper est en train de rendre le tyran sourd, muet et aveugle. C'est le magicien du flipper, mais à l'envers. Voilà ce à quoi les États-Unis sont confrontés avec les contre-attaques iraniennes. 2 pour 1, 3 pour 1, 4 pour 1. Les mêmes bases frappées encore et encore, jour après jour. Parce que c'était le plan depuis le début. Expulser les États-Unis du Golfe Persique et de l'Asie de l'Ouest en détruisant leurs bases. Et ce plan, lui, n'a pas changé. En parallèle, il y a le facteur diplomatique qu'on a analysé en détail depuis le début de la semaine. La délégation iranienne en visite à Islamabad, qui apportait bien sûr de l'aide, peu importe la manière dont elle a été livrée, a transmis un message de la direction iranienne aux Américains, par l'intermédiaire du Pakistan. En gros, ce message disait ce que Larry et moi sommes en train de vous expliquer maintenant. Soit vous retournez à la table des négociations et vous respectez les engagements, le mémorandum d'entente en 14 points que vous avez signé en tant que président des États-Unis, tout comme notre président, le président Eshkin, l'a signé dès le premier jour. Soit vous en payez le prix si vous voulez poursuivre la guerre. Et le prix payé, c'est exactement ce que Larry a décrit. Il n'y a pas d'échappatoire. Et bientôt, il y aura aussi un prix militaire à payer, en plus de la crise économique.
quand nous atteindrons l'entourage de la stratégique de Prutraki vers la mi-août. The red line of the strategic petroleum reserves in mid-August. It's only a little over 3 weeks from now. C'est dans un peu plus de 3 semaines à peine, et on assiste à quelque chose de complètement fou, presque schizophrène, digne d'un manifeste dadaïste ou surréaliste. Le président des États-Unis harcèle le maréchal Asim Munir pendant des jours, appel après appel, pour lui dire « Trouve-moi une porte de sortie qui ne soit pas une humiliation pour moi ». Et Asim Munir a effectivement livré une proposition. Mais quand il l'a fait, Trump l'a rejetée. Les Pakistanais l'avaient transmise, parce que les Iraniens leur avaient dit « On pourrait envisager une pause, à condition que les Américains, dès la reprise du protocole d'accord, dès le premier jour, respectent leurs engagements immédiatement, au lieu de les faire exploser comme ils l'ont fait auparavant. » Donc, pour commencer, les Iraniens savaient que cette proposition pouvait, ou même, disons, qu'il y avait une vraie possibilité qu'elle soit rejetée. Ils savaient que Trump allait rejeter leur offre, qui est aussi une offre chinoise, et en réalité, une sorte d'imposition. Parce que la semaine dernière, les Chinois avaient dit aux Pakistanais « Faites tout ce que vous pouvez, dans les règles, en dehors des règles, au-dessus, en dessous, peu importe. Mais ramenez les deux parties à la table des négociations d'ici lundi, au début de cette semaine. » C'était la première échéance, un jour avant l'arrivée de la délégation iranienne à Islamabad. Alors Trump, encore une fois, pour des raisons psychologiques, qu'aucune série de Freud, même en chaîne, ne pourrait expliquer, s'est tiré une balle dans le pied. Non seulement il a fait exploser le protocole d'accord, « Non, je n'aime pas votre offre », mais il a aussi saboté ses propres intérêts. Et maintenant, il va devoir en payer le prix, comme Larry l'a expliqué, un prix militaire et un prix économique. Voilà où nous en sommes aujourd'hui. C'est là que les deux dynamiques se croisent, et c'est pour ça que ce carrefour est si dangereux en ce moment. Vous voulez que j'ajoute un autre point de vue à ça? Eh bien, le problème politique pour Trump commence à s'aggraver. Sur le plan intérieur, aux États-Unis, les prix de l'essence repassent au-dessus de 4 $. La pénurie de diesel et de carburant pour l'aviation devient plus aiguë et ça commence à se voir sur le marché. Si on regarde le marché du pétrole en ce moment, le Brent, par exemple, est monté à 94 $. Rappelons qu'au début de la semaine dernière, il était autour de 70 $. Donc ça fait une hausse de 24 $ en moins d'une semaine et demie. Même chose pour le West Texas Intermediate. Il est maintenant à 86 $, alors qu'il était, je crois, autour de 68. Ce sont des augmentations spectaculaires et ce ne sont que les prix à terme. Ce n'est même pas encore ce que les gens paient réellement à la livraison. Et malgré les menaces de Trump, sa posture, ses déclarations, le détroit d'Ormuz n'a toujours pas été rouvert. Et il n'y a rien que les États-Unis puissent faire sur le plan militaire. J'entends encore des commentateurs militaires américains, soi-disant experts, que je trouve d'une bêtise incroyable, c'est le mot le plus poli que je puisse employer, parler de débarquer des troupes sur l'île de Karg ou sur l'île de Keshm. Mais enfin, quand on rappelle que l'île de Keshm est plus grande qu'Okinawa, toute personne un peu familière de la Seconde Guerre mondiale, de la guerre du Pacifique, sait que les États-Unis ont débarqué 190 000 soldats à Okinawa, qu'ils y ont combattu pendant presque 3 mois et qu'ils y ont subi 50 000 pertes, morts et blessés. Les États-Unis ne sont absolument pas en mesure de déployer un effectif comparable sur l'île de Keshm. Et il faut aussi se souvenir qu'il y a déjà 153 000 Iraniens sur cette île. Donc, ce n'est pas comme si les États-Unis allaient y débarquer sans opposition. Il n'y a donc pas de bonne option militaire,
Et il n'y a pas non plus de pression économique que les États-Unis puissent vraiment exercer avec succès. Alors, quelle est cette rumeur qui circule à propos de la tentative du Pakistan de, disons, soutirer 10 milliards de dollars aux États-Unis? Oui, il pourrait bien y arriver, mais en même temps, ça montre que le Pakistan n'agit pas de manière indépendante dans cette affaire, qu'il est vulnérable à la pression économique. Et je pense que pour cette raison, les Iraniens regardent tout cela avec beaucoup de méfiance. Ils traitent le Pakistan comme un cobra. Peut-être que le cobra veut être un animal de compagnie, mais ils gardent une prise ferme pour qu'il ne puisse pas mordre. Si le cobra coopère avec eux, très bien. Mais l'Iran va d'abord s'assurer que ses propres intérêts sont protégés, avant tout, et il ne sacrifiera pas cela pour aucun autre pays. Maar is dat strength de morale de Momini? Yes, very, very important. Oui, c'est très très important. Cette délégation iranienne qui s'est rendue au Pakistan a rencontré tous les acteurs principaux, en portant un message dont peu importe l'origine, qu'il ait été écrit à la main par le guide Mostafa Khamenei, qu'il vienne de son cercle rapproché, du Conseil suprême de sécurité nationale, de Peshkan, de Ghalibaf ou d'Arakchi, peu importe. Ce qui compte vraiment, c'est que le message a été transmis. Les Pakistanais l'ont reçu, puis ils ont renvoyé la réponse aux Américains. Et ce n'est pas un hasard si le président des États-Unis l'a rejeté. Et encore une fois, cela fait ressortir toutes sortes de schizophrénie, celles que nous connaissons et celles que nous ne connaissons pas. Schizophrenia that we are aware of and not. The president of the United States spends over a week. Le président des États-Unis passe plus d'une semaine à appeler chaque jour le maréchal Asim Munir. Nos sources le confirment et le reconfirment. Il le supplie de convaincre les Iraniens de revenir à la table des négociations, mais dans un cadre qui ne serait pas, je cite, humiliant pour lui. Cela suppose qu'il considère le protocole d'accord comme une humiliation. Pourtant, c'est lui qui l'a signé. Encore une fois, il l'a signé à Versailles. Il n'a jamais eu l'intention de respecter les engagements. Il a violé presque tous les 14 points. Et ensuite, il appelle les Pakistanais pour qu'ils l'aident à ramener les Iraniens à la table, comme si les Iraniens avaient la moindre raison, qu'ils n'ont jamais eu d'ailleurs, de renégocier avec les Américains. Alors les Iraniens ont dit aux Pakistanais, on pourrait éventuellement envisager une pause. We might even consider a pause. Doesn't matter if it's 1 day, 2 days, 10 days or whatever. As long Peu importe que ce soit 1 jour, 2 jours, 10 jours, ou peu importe. Tant que les Américains sont d'accord, ils devront revenir à la table et commencer à appliquer le protocole d'accord dès la première minute de leur retour à ce protocole. Et il n'y aura pas de nouvelles négociations. C'est l'accord conclu, l'accord final, soutenu par tous les acteurs autour, et c'est très important, soutenu aussi par la Chine. D'ailleurs, ces derniers jours, les Chinois ont envoyé le même message depuis Pékin. Ils ont dit aux Pakistanais, faites tout ce que vous pouvez pour ramener les États-Unis et l'Iran à la table. Alors le Pakistan l'a fait, et Munir était sans arrêt harcelé par Trump. Au final, le Pakistan a livré. Vous voyez, c'est possible. So in the end, Pakistan delivered. Look, it's possible, but you're going to have to fulfill the MOU. Mais vous allez devoir respecter le protocole d'accord. Et il n'est pas étonnant qu'il ait été rejeté par Trump immédiatement après. Les Iraniens savaient dès le départ que ce serait refusé. Après tout, le protocole d'accord avait déjà été torpillé à plusieurs reprises par le président des États-Unis. Et il n'y a pas de plan B. Il n'y a pas de version 2.0 ou 3.0 du protocole. Aucun plan B. C'est tout. C'est le protocole d'accord ou la guerre. Et le message des Iraniens, encore une fois, reprenait le sens de notre échange. Si vous ne revenez pas à la table des négociations et que vous ne respectez pas les engagements du protocole, vous allez devoir en payer le prix pour avoir prolongé la guerre. Un prix militaire, un prix diplomatique, un prix géoéconomique, un prix d'effondrement de l'économie américaine. Et c'est ce qui va se passer entre la fin juillet et la mi-août.
Bon, et laissez-moi ajouter quelques autres éléments ici. D'abord, alors que les États-Unis sont poussés à quitter leur base dans les pays du Golfe et en Jordanie, où vont-ils aller? Eh bien, en Israël. Maintenant, remarquez que ces dernières semaines, Israël n'a pas vraiment réclamé une présence militaire américaine renforcée sur son sol. Au contraire, le message a été plutôt clair. Retirez vos avions ravitailleurs de l'aéroport Ben Gurion. Pourquoi? Parce que ça les rend vulnérables. Ça en fait une cible. Ce dont on a très peu parlé, c'est que les deux raffineries israéliennes qui traitent le pétrole brut soufré, celui qui vient d'Azerbaïdjan, en passant par la Turquie, et qui sert à produire du diesel et du carburant d'aviation, ces deux raffineries ont été endommagées et ne tournent plus à pleine capacité. Et une fois que les États-Unis auront complètement déplacé leurs forces en Israël, la prochaine cible de l'Iran sera ses bases militaires en Israël qui accueillent, protègent, soutiennent et facilitent les opérations américaines contre l'Iran. C'est pour ça qu'Israël a, jusqu'à présent, essayé d'éviter de s'impliquer dans ce conflit, parce qu'il est extrêmement vulnérable. Et puis il y a un autre point. L'Iran a déclaré que, probablement d'ici une semaine, peut-être un peu plus, il allait introduire dans le scénario d'attaque des armes et des missiles qu'il n'avait encore jamais utilisés. Il compte déployer des missiles plus performants, avec une puissance de destruction que l'Occident n'a encore jamais vue. Voilà le premier point. Le deuxième, c'est la tentative des États-Unis d'acheter la coopération des autres pays du Golfe. La dernière en date, c'est la promesse de construire une installation d'enrichissement nucléaire en Arabie Saoudite. Vous plaisantez? Le dernier réacteur nucléaire construit entièrement à partir de zéro aux États-Unis, c'était le Watts Bar, unité numéro 2 dans le Tennessee. Il a commencé à fonctionner il y a 10 ans, en 2016, mais sa construction avait démarré il y a 50 ans, dans les années 70. Les travaux ont été interrompus dans les années 80, puis repris en 2007. Il a donc fallu encore 9 ans pour le terminer et le mettre en service. Et le dernier projet lancé à partir de zéro, commencé en 2009, c'était en Géorgie. Celui-là a pris 15 ans. Alors voilà les États-Unis avec une expertise limitée, très limitée, dans la construction d'installations nucléaires, de centrales nucléaires. Les pays qui ont vraiment cette expérience, ce sont la Russie, la France et la Chine. Mais d'où vient l'uranium enrichi utilisé pour alimenter ces installations? Eh bien de Russie. Donc la Russie et la Chine restent des acteurs majeurs dans ce domaine. Les États-Unis, eux, proposent en fait aux Saoudiens quelque chose comme, disons, c'est un peu comme si on faisait appel à un mécanicien automobile qui a travaillé pour la dernière fois sur une Ford Model T. Le problème, c'est que la voiture que vous possédez aujourd'hui, c'est une Tesla. Autrement dit, l'expertise qu'on leur propose n'a même plus de pertinence. Voilà donc quelques autres éléments que je voulais ajouter à cette discussion. Eh bien, Pepe, il y a un aspect majeur dont on n'a pas encore parlé et qui, à mon avis, est absolument essentiel à tout ce dont nous discutons, le Bab el-Mandeb et les Houthis. Tu connais très bien le sujet, tu as une vraie expertise là-dessus. Est-ce que tu pourrais éclairer notre public à ce propos? D'abord, ce ne sont pas les Houthis. C'est Ansarallah, et c'est une structure yéménite. Désolé pour ça. Le terme Houthi, c'est une appellation inventée par Reuters, la paix. Vous savez, ces médias qui prétendent faire du journalisme, mais qui ne le font même pas correctement. J'ai eu la chance de parler à un très bon ami yéménite il y a 2 jours, et je lui ai demandé directement « Pourquoi maintenant ? Pourquoi jouer la carte du Bab el-Mandeb maintenant ?» Et sa réponse m'a vraiment surpris. C'était la première fois que je l'entendais formulé de cette manière. Il m'a expliqué que les services de renseignement yéménites
bien sûr en collaboration avec les Iraniens, mais surtout, il disait « Écoute, c'est notre travail. On devait le faire, parce que ça nous concerne directement. » Ils ont mis au jour les prémices de ce qui pourrait devenir une vaste opération américaine, non seulement contre l'Iran, mais contre tout l'axe de la résistance. Ansarallah, le Hezbollah, l'Iran, le Hashd al-Sha'bi en Irak et toutes les autres unités de mobilisation populaire en Irak. Il a dit que c'était donc notre mouvement préventif. Nous avons créé un autre problème pour les Américains, au cas où ils décideraient de nous attaquer aussi, en tant que partie de l'axe de la résistance. Et en même temps, nous avons remis en avant quelque chose qu'il fallait rappeler à l'opinion publique, à savoir le blocus que nous subissons à cause de l'Arabie saoudite. Très peu de gens dans le monde savent que le Yémen est soumis à un blocus naval et aérien imposé par l'Arabie saoudite depuis plus de 11 ans. Donc si vous regardez la déclaration officielle yéménite, la déclaration officielle d'Ansarallah ou celle des forces armées yéménites, elles disent toutes « c'est désormais un siège contre un siège ». Nous répondons à leur blocus par un blocus. Et c'est aussi extrêmement important que tout le monde, partout dans le monde, le comprenne bien. Ansarallah n'a pas bloqué le Bab el-Mandeb. Pas encore. Ils ont bloqué le Bab el-Mandeb et la mer Rouge pour l'Arabie saoudite. C'est une toute autre histoire. Cela veut dire que le pétrole que les Saoudiens exportaient par l'oléoduc Est-Ouest jusqu'à Yanbu, puis de Yanbu vers la mer Rouge, à travers le Bab el-Mandeb, jusqu'aux clients asiatiques, eh bien, ils ne peuvent plus le faire. 4,5 millions de barils de pétrole par jour. Si vous regardez les cartes montrant l'accumulation de pétroliers autour de Yanbu, ils sont tous là, prêts à partir, mais sans destination, littéralement des dizaines de navires. Mais il peut y avoir des exceptions. Si, par exemple, ces pétroliers exportent du pétrole d'Arabie saoudite vers la Chine, ils seront autorisés à traverser le Bab el-Mandeb. C'est ça, la sophistication du blocus yéménite. Et bien sûr, ils défendent leurs intérêts. Ils disent à l'Arabie saoudite, mettez de l'ordre dans votre propre blocus. D'ailleurs, vous avez un protocole d'accord avec nous. Ce que très peu de gens dans le monde savent, c'est qu'il existe un protocole d'accord entre Riyad et Sanaa que les Saoudiens n'ont jamais respecté au final. Et la raison qui a conduit à cette décision plus tôt cette semaine, c'est le fameux vol de Mahan Air de Téhéran à Sanaa, puis retour à Téhéran, et à nouveau de Téhéran à Sanaa, pour ramener la délégation yéménite qui s'était rendue aux funérailles de l'Ayatollah Khamenei en Iran. L'histoire célèbre raconte que, quand l'avion approchait de la piste de Sanaa, celle-ci a été bombardée par les Saoudiens. Le pilote, un Iranien, a alors tenté un coup de poker, un virage à 90 degrés vers l'ouest, et il a atterri à l'aéroport de Hodeïda, sur la mer Rouge. Encore une fois, un miracle de Dieu, sans doute. La piste venait d'être réparée quelques jours plus tôt. Si ça n'avait pas été le cas, il se serait littéralement posé dans la mer Rouge. C'est ce qui a conduit à la première riposte des Yéménites, 2 pour 1. En réponse, ils ont bombardé 2 bases saoudiennes, l'une civile, l'autre militaire. Et là, ils ont commencé à se dire « peut-être qu'il est temps de répondre enfin, un siège pour un siège ». C'est la décision qu'ils ont prise plus tôt cette semaine. Alors évidemment, aujourd'hui, l'Arabie saoudite se retrouve en plein milieu de tout ce chaos. Ils ne peuvent tout simplement plus exporter d'énergie. Nulle part. Ils sont complètement bloqués. Et voilà que la question du Pakistan revient sur la table. Mais d'une manière un peu ironique, parce que les Pakistanais, ils priaient Allah pour que ça n'arrive jamais. Et maintenant, c'est en train d'arriver. Le Pakistan doit dire aux Saoudiens de se calmer, de se taire, de revoir leur politique. Parce que le Pakistan ne veut pas être entraîné par l'Arabie saoudite dans une guerre contre un membre de l'axe de la résistance.
ce qui dans les faits reviendrait aussi à une guerre contre l'Iran, surtout maintenant que le Pakistan récolte les fruits de sa position de médiateur fiable. Donc, encore une fois, l'Arabie saoudite a mis tout le monde en danger. Comment peut-on faire une chose pareille? Demandez à MBS. Si quelqu'un a le courage, qu'il aille à Riyad poser la question à MBS en personne. Larry, tu veux ajouter quelque chose? Larry, you want to say something? Yeah, well, in closing, let me just note. Oui. Bon, pour conclure, je voudrais simplement préciser qu'en réalité, les Saoudiens ne sont pas encore complètement coupés, parce qu'ils ont toujours la possibilité d'acheminer le pétrole par le canal de Suez. Mais tout pétrole destiné à l'Asie rallonge le trajet d'environ 40 jours. Et c'est pour ça que je ne pense pas que les Saoudiens vont réagir militairement à cette situation. Je pense que, disons-le comme ça, s'ils sont intelligents, ils vont chercher un accord négocié. Parce que s'ils répondent militairement contre les Houthis, eux s'en prendront à Yanbu, qui est leur centre de distribution pétrolière. Which is their oil distribution. And once Yanbu is destroyed, then Et une fois que Yanbu est détruite, les Saoudiens ne peuvent plus exporter de pétrole. Ils n'ont aucune chance d'en exporter parce que ce point de distribution est en feu ou complètement détruit. Donc en réalité, Ansar Allah se trouve aujourd'hui dans une position de négociation très forte. Ils tiennent littéralement les Saoudiens par les tripes et les Saoudiens savent très bien qu'ils sont sous pression. Il ne leur reste pas grand-chose à faire, à part reprendre leurs esprits et se dire « bon, il faut qu'on négocie ». come to their senses and say, you know what, we need to negotiate. C'est aussi l'information que j'ai. Ils négocient par l'intermédiaire des Pakistanais. Et les Pakistanais ont dit clairement, nous n'allons pas aller combattre les Yéménites. C'est à vous de mettre fin à ce conflit. Nous, on jouera simplement notre rôle de médiateur. Voilà, c'est à peu près tout ce qu'ils comptent faire. Ils n'attaqueront pas les Yéménites, ils n'attaqueront pas l'Iran, et ils ne vont pas se faire la guerre entre eux, en somme. Donc, la relation a ses limites. Pépé, pourquoi ne pas conclure en décrivant cette rupture, comme je l'ai évoqué au début? C'est une rupture, parce que la direction iranienne, d'après tout ce qu'on a pu observer, s'attend à une attaque finale des États-Unis, même si le Pakistan fait tout ce qu'il peut pour jouer les médiateurs. Mais il n'y a pas grand-chose de plus que le Pakistan puisse faire, à part dire à Trump, il faut recommencer à respecter le protocole d'accord. Et l'Iran ne s'attend pas à ce que ça arrive. Momini est là pour le vérifier, il l'a confirmé, d'après tout ce qu'on a entendu. Il est très satisfait, très content. Il va rentrer 2 jours plus tard, faire son rapport à la direction iranienne. Et cette direction est retranchée, prête à encaisser une attaque. Mais elle s'attend aussi à porter le coup final en retour. Absolument. Et ils s'y préparent depuis la fin de la guerre, la fin théorique de la guerre, avant Islamabad, avant la Suisse, avant le protocole d'accord et tout le reste. Et même quand l'Irak dit d'accord, on reste toujours ouvert, même si, vous savez, il reste une toute petite fenêtre pour la diplomatie. Bien sûr, on ne refuse jamais la diplomatie, mais on garde le doigt sur la gâchette. Kalibaf dit en gros la même chose. Des membres du Conseil suprême de sécurité nationale disent la même chose. Même le ministre des Affaires étrangères, évidemment, avec un langage plus diplomatique, dit la même chose aussi. Donc après cette démonstration d'unité nationale dans les rues d'Iran, et aussi dans les rues d'Irak, en solidarité avec l'Iran, qu'on a vu pendant les funérailles, c'est bien une cohésion nationale. Et il n'y a aucune envie, nulle part en Iran, de faire la moindre concession aux Américains. Point final. Et ça, c'est quelque chose que nos amis et nos sources à Téhéran confirment à nouveau. Voilà, il y a une cohésion nationale. Tous les vecteurs, politiques comme militaires, convergent vers le même objectif. Il y a une totale méfiance vis-à-vis des États-Unis. Les preuves s'accumulent.
encore et encore, que les États-Unis sont incapables de respecter un accord. Une fois de plus, le grand maître Lavrov avait raison. Et voilà. Et eux, bien sûr, ont dit « D'accord, ils voulaient une pause, ils voulaient un répit, parce qu'ils veulent continuer la guerre contre nous. Nous, on est prêts. Mais cette fois, notre réponse ne sera pas seulement défensive, elle sera offensive. Et ce sera probablement le dernier mouvement de l'Iran pour expulser réellement les États-Unis d'Asie occidentale. C'est pour ça qu'encore une fois, nous sommes en plein milieu d'un carrefour historique, plus grand que tout. Personne ne sait ce qui va se passer ensuite. Et oui, à partir de maintenant, tout est possible. And yes, all bets are off from now on. Well, I'll make one final point, and that is that. Bon, je vais faire une dernière remarque. D'après nos informations, si la situation ne se calme pas, cela veut dire que les États-Unis vont appliquer le protocole d'accord, ce que personne n'imagine vraiment. Il y aura une confrontation finale d'ici une dizaine de jours, c'est le chiffre exact que j'ai entendu, et l'Iran est totalement prêt, comme vous l'avez dit tout à l'heure, avec des armes qu'il n'a pas encore montrées à l'Occident. Plus dangereuses, plus précises, plus meurtrières, capables de porter le coup final. Si cela se produit, attendez-vous à une configuration vraiment, vraiment majeure. Et à la fin de tout ça, il faut s'attendre à ce que les États-Unis quittent simplement la région, laissant émerger une nouvelle dynamique de pouvoir en Asie de l'Ouest, avec l'Iran comme grande puissance et le Pakistan juste à côté, parce que le Pakistan a la sagesse de ne rien faire, qui pousserait l'Iran à douter de sa position. Un dernier mot, Larry? Where Pakistan sits. Any final word, Larry? Nope, I think we've covered it all. Non, je crois qu'on a fait le tour. Je voudrais simplement remercier tout le monde d'avoir regardé aujourd'hui. Mettez un j'aime, abonnez-vous, allez voir la page sur Substack, et merci vraiment de nous suivre. Parlez-en à vos amis, on essaie de faire passer le message, et c'est un vrai privilège de pouvoir vous informer. Merci de nous avoir regardés. We have a paid version for. Nous avons une version payante pour les rapports internes. Nous vous enverrons ce résumé chaque semaine. Rendez-vous sur Substack, cherchez Transition Protocol, abonnez-vous à la version payante et vous recevrez tout ce que nous savons directement dans votre boîte mail chaque lundi. Merci beaucoup. On se retrouve la semaine prochaine, sauf si quelque chose explose d'ici là. Merci. Au revoir. À bientôt. Thank you. Bye bye. Cheers. Merci.